des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants de séjour, à laquelle un sujet particulier est inscrit à l'ordre du jour, la problématique de la mentalité congolaise, cause et remède. Pour en parler, nous avons un invité de taille qui nous fait honneur de revenir encore une fois de plus au sein de cet ample débat républicain. C'est le docteur Silas Mimile Makangou, qui est professeur, écrivain, expert en géopolitique et géostratégie, consultant en leadership, mais aussi pasteur. Donc plusieurs casquettes, ça veut dire qu'il est au contact de plusieurs Congolais et qu'il en sait un peu plus sur leur mentalité. Donc c'est encore un honneur de vous recevoir, monsieur le docteur. Sans plus tarder, nous allons vous accorder 15 minutes pour votre allocution introductive au sujet des mentalités des Congolais. Et qu'est-ce que vous proposez comme remède? Vous avez la parole, monsieur le docteur. Monsieur le Président, honorables membres du bureau, chers parlementaires, c'est avec honneur que je me tiens cet avant-midi devant cette auguste assemblée pour vous faire l'économie de mon exposé. Comme vous l'avez si bien dit, Monsieur le Président, mon exposé sera articulé autour de la question de la problématique de la mentalité des Congolais, les causes et les solutions. Je pars du postulat selon lequel il existe une énorme inadéquation entre la précarité qui caractérise la vie des Congolais dans leur ensemble, ainsi que la richesse que contient son sol ainsi que son sous-sol. Monsieur le Président, il y a eu un homme d'État britannique, d'heureuse mémoire, Benjamin Disraeli, qui a été Premier ministre de la Grande-Bretagne pendant presque 8 ou 9 ans, vers la fin du 19e siècle, qui, pendant que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, occupait déjà à cette époque presque un quart du territoire de la planète tout au long de sa politique de colonisation, lors d'un échange avec la reine Victoria, celle-ci a posé la question à son Premier ministre sur les conséquences néfastes que la Grande-Bretagne pourrait subir une fois que le colonisé d'aujourd'hui, quand le colonisé d'aujourd'hui pourrait se réveiller et se révolter face à la puissance colonisatrice qui est le Royaume-Uni. Écoutez la réponse du Premier ministre Benjamin Disraeli. Il dit: Majesté, soyez en paix. Nous allons les coloniser de telle manière à ce que même quand ils deviendront indépendants, ils continueront à dépendre de nous. Pourquoi? Parce qu'il a conçu la colonisation non pas comme étant une œuvre qui recourt d'abord à la force physique, mais plutôt comme étant une œuvre d'esprit. Une œuvre d'esprit qui devait travailler dans le sens du conditionnement du peuple colonisé aujourd'hui et qui devrait normalement rester dépendant de son ancien colonisateur. Et ce qui est le comble, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez les États colonisés d'hier, qui aujourd'hui se prétendent indépendants ou souverains, vous remarquerez avec moi que ces États sont encore sous la coupe de leurs anciens colonisateurs. Si autrefois les colonisateurs étaient venus par la force, ils s'est imposé, aujourd'hui, le néocolonisateur n'a pas besoin de recourir à la force parce que c'est le colonisé qui va lui-même solliciter une domination. Comment sommes-nous arrivés là? La question qu'il faudrait aussi se poser, Monsieur le Président, c'est que
il n'est pas normal. Il n'est pas normal pour un pays qui regorge autant de ressources, pour un pays avec un capital humain aussi énorme et riche, parce qu'il faudrait le rappeler ici, plus de 65% des Congolais ont moins de 25 ans, ce qui constitue une ressource énorme. Ce sont plus de potentiels militaires, de potentiels ingénieurs, de potentiels agronomes, de potentiels avocats, et ainsi de suite, et même des potentiels pasteurs et professeurs d'université. Mais qu'est-ce qui fait que le Congo, après 66 ans d'indépendance, continue à patauger dans cette précarité, dans cette souffrance que nous sommes tous ici en train de décrier? Allons-nous continuer à dire que la faute vient de l'autre? Allons-nous continuer à accuser le colonisateur? Allons-nous continuer à accuser les grandes puissances? Allons-nous continuer à accuser le voisin? Ou bien nous allons aussi nous mettre devant le miroir, nous regarder en face et nous poser la question de quelle est notre part de responsabilité? Monsieur le Président, je suis de ceux qui croient que le Congo peut se relever. En moins de 10 ans, Monsieur le Président, il est possible que nous fassions le miracle éthiopien. Il est possible que nous puissions réitérer les miracles singapouriens. Il est possible que nous puissions réitérer les miracles sud-coréens. C'est-à-dire être la génération qui a vu la précarité, mais aussi la génération qui bénéficie de premières récoltes de sa prospérité. Mais pour cela, Monsieur le Président, il faudra aussi reconnaître que si le Congo peut se relever, le Congo ne peut pas se relever avec nous. Pourquoi? Parce que le frein à cette prospérité pour laquelle nous sommes tous en train de prier et de militer ne peut pas arriver avec les types d'hommes que nous sommes. En d'autres termes, nous ne sommes pas les citoyens dont le Congo a besoin ou encore sur qui le Congo peut compter pour faire un pas vers l'avant et s'assumer comme étant une puissance à la fois régionale, continentale et même une voix qui porte en international. Mais comment sommes-nous arrivés là? Sommes-nous fiers de notre humanité? Sur une échelle de 1 à 10, où évaluons-nous notre congolité? Quel est le contenu de notre humanité? Et qui sommes-nous quand nous nous regardons, mais aussi quand nous regardons les autres? Mais comment aussi est-ce que les autres nous regardent? C'est ici, Monsieur le Président, que je peux le dire, que le plus grand problème que le Congo doit chercher très vite à résoudre, et cette solution, c'est une solution interne, c'est le problème de sa mentalité. Notre mentalité est en inadéquation. Notre mentalité est en opposition avec nos aspirations. Mais avons-nous été créés comme cela? Non. Parce qu'une mentalité, Monsieur le Président, est un chantier. C'est un processus. C'est une construction. Et ici, laissez-moi vous dire que je me sens à la fois malheureux et heureux. Malheureux parce que je ne suis pas fier de notre congolité. Je ne suis pas fier de nos attitudes. Je ne suis pas fier de nos croyances qui constituent pour nous des pesanteurs et nous empêchent de nous élever vers les hauteurs afin d'assumer et de prendre à bras le corps la destinée de ce beau pays que Dieu nous a donné. Mais mon bonheur repose sur le fait que, Monsieur le Président, j'ai appris que tout ce qui a été construit peut être que déconstruit. Si cette mentalité qui nous a mis aujourd'hui à cet état a été construite, nous ne devons pas fataliser, nous n'avons pas besoin de dramatiser les choses. Ce n'est donc pas une fatalité parce que si cette mentalité a été construite, elle a été construite grâce ou encore à cause de la traite négrière. Parce que nous avions été considérés par nos grands-parents, été considérés comme des machines et non pas comme des humains. Cela a laissé une certaine incidence dans leur imaginaire. Ils ont cessé de se considérer comme étant humains. Parce que malheur au plus fort, malheur au robuste. Car le plus fort et le robuste étaient d'office pointés par ce qui faisait la traite négrière à être pris, arraché de sa famille pour aller travailler dans les champs au niveau des Caraïbes et au niveau des Amériques. Donc ce qui signifie heureux celui qui est chétif, heureux celui qui est idiot, malheur au noir intelligent, malheur au noir robuste. Cela a laissé en nous une sorte de méfait. Méfait qui nous a amené à ne plus nous aimer, à ne plus nous considérer parce que
l'autre nous a considérés non pas comme humains, mais comme une machine. Mais ça ne s'arrête pas là, Monsieur le Président. Parce que juste après la traite négrière, nous allons faire face à la colonisation, qui a prétendu venir avec une mission civilisatrice, mais qui savait que pour mieux nous coloniser, il fallait nous déshumaniser. Et cette déshumanisation devait passer par la rupture avec notre histoire. Il fallait nous laisser dans un vide, parce que celui qui est dans un vide n'est pas. Et donc ce vide-là a mis fin à notre existence en tant qu'humains. Et malheureusement pour nous, cette colonisation, lorsqu'elle arrive, elle va nous éduquer, même jusqu'à nous instruire pour nous donner ce que nous aimons bien avoir dans ce pays. Parce qu'il faut les rappeler, Monsieur le Président, le Congolais a la passion du diplôme, alors qu'il déteste le savoir. Eh bien, Monsieur le Président, même l'instruction que le colonisateur nous donne n'est pas cette instruction qui permettrait à l'État, à la nation de se développer, mais plutôt cette instruction devait fabriquer de bons exécutants afin de bien servir les intérêts du colonisateur. Il vous reste 4 minutes, Monsieur. Merci, Monsieur le Président. Après cela, nous ferons face aux différentes dictatures que nous avons connues. Ce qui signifie que le Congolais a cessé d'être construit lorsque les étrangers viennent le prendre pour l'amener en esclavage. Le Congolais a cessé d'être construit à cause de la colonisation, mais aussi à cause des différentes dictatures. Parce que ces différentes dictatures qui se sont suivies, Monsieur le Président, pour se pérenniser, devaient avoir en face des gens qui adulent, des gens qui fonctionneraient comme dans le syndrome de Stockholm, où ils seraient dans l'obligation d'acclamer leurs affameurs, d'acclamer ceux qui les brident, d'acclamer ceux qui les font souffrir. Et aujourd'hui, nous le constatons. Donc, cette mentalité-là a fait à ce que le Congolais n'ait pas confiance en lui-même. Mais ici, de se poser 3 questions, Monsieur le Président, avant de chuter. La première question qui nous amènerait à faire un véritable diagnostic sur cette mentalité de la pesanteur qui nous empêche d'avancer vers le haut, c'est qui sommes-nous? Comment est-ce que le Congolais se définit? Monsieur le Président, vous serez malheureux avec moi de constater que la définition que nous avons de nous, c'est celle que les autres nous donnent. Voilà pourquoi le Congolais cherche à tout faire pour plaire à l'autre et jamais à soi-même. Quelle relation avons-nous avec notre terre? Quelle perception? Parce qu'une mentalité, Monsieur le Président, c'est cet ensemble de croyances, de vertus, de valeurs que nous partageons de manière commune et qui nous identifient par rapport à nous-mêmes, mais aussi au regard des autres. Le Congolais, quel rapport avons-nous avec notre terre? Monsieur le Président, le Congolais n'a pas encore compris les liens qui existeraient entre lui et sa terre. Ces liens qu'on aime bien appeler le patriotisme. Patriotisme qui tire aussi sa racine du mot patriarcat. Patriarcat. Ce qui signifie, lorsqu'on parle du patriotisme, il faudrait dédouaner la jeunesse congolaise. Pour comprendre que le patriotisme n'est pas le militantisme. On se bat pour l'État, on se bat pour la nation et on ne se bat pas pour les régimes politiques. Parce que dès l'instant qu'on se bat pour les régimes politiques, on est dans le militantisme, on n'est plus dans le patriotisme. Et ça, il faudrait le dire et le redire, Monsieur le Président, je vais citer. La troisième question, Monsieur le Président, c'est quel est le rapport que nous avons avec l'étranger? Monsieur le Président, ce qui est beau, c'est ce qui vient de l'étranger. Ce qui est intelligent, c'est ce que l'étranger a dit. Là où il faut vivre, c'est à l'étranger et jamais chez soi. Pourquoi? Parce que le colonisateur a aussi travaillé dans ce sens-là. Les plus récalcitrants durant l'époque coloniale avaient une sanction qu'on appelait la relégation. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous vous méconduisez, le pouvoir colonisateur vous prenait et vous renvoyait dans votre village natal comme sanction. Ce qui signifie que dans votre imaginaire, votre village natal n'est plus votre berceau. Il devient votre prison. Avez-vous déjà vu quelqu'un aimer sa prison? Non. Quoi de plus normal aujourd'hui que nos villages, nos milieux ruraux soient restés encore à l'étape où ils sont et tous nous convergeons vers Kinshasa.
Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose que le Belge a construit, que malheureusement, nous n'avons pas réussi à déconstruire. Monsieur le Président, je vous donne ici 4 ou 5 traits, rapidement, pour finir, qui caractérisent cette mauvaise mentalité du Congolais. Le premier trait, c'est l'absence d'un esprit communautaire. Monsieur le Président, j'ai eu le privilège, par la grâce de Dieu, bien sûr, de faire presque tout le continent et plusieurs pays. Je peux vous dire que c'est aberrant de se rendre compte qu'à l'étranger, et comme ici, puisque nous l'importons d'ici, que le Congolais a du mal à vivre en communauté. Le seul peuple qui n'a pas de communauté dans une ville donnée, et même quand il en a, ça sera pour 5 ans, pour 10 ans, les communautés les moins organisées sont les communautés congolaises. Je sais que vous êtes suivis à travers le monde. Et ce que je dis ici, je l'ai dit parce que les amis de la diaspora pourraient nous suivre. Allez partout ailleurs, vous ne verrez pas une communauté congolaise qui existe au vrai sens du mot. Monsieur le Président, écoutez, lorsqu'un juif perçoit son salaire, qu'il soit à New York, qu'il soit à Johannesburg, qu'il soit à Kinshasa, l'argent qu'il touche ne va pas sortir de la communauté si elle ne passe pas entre les mains de 18 autres juifs. C'est la même chose pour les Libanais. C'est la même chose pour les Nigériens. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'un Nigérien travaille dans une banque et qu'il est payé, et que lui à son tour doit aller se faire coiffer, il va chez un coiffeur nigérien. Si le coiffeur veut aller se faire soigner la dent, il va chez un dentiste nigérien. Si le dentiste veut réparer son véhicule, il va chez un mécanicien garagiste nigérien. Ce qui fait que, en très peu de temps, vous allez vous rendre compte que ces communautés deviennent de plus en plus riches, alors que la communauté congolaise est généralement les communautés, au pluriel, les communautés qui accusent plus de problèmes, de dissensions, ainsi de suite. D'où est-ce que nous les tenons? Nous l'importons d'ici parce que le Congolais n'a pas encore compris que l'union fait la force. Malheureusement, l'Église aussi, je le mettrai ici sur les bancs des accusés pour dire qu'elle n'a pas fait convenablement son travail parce qu'elle n'a pas prêché dans le sens de renforcer l'unité au sein de familles, mais l'a plutôt préféré avec un message qui n'a pas véritablement un fondement biblique à diviser les familles et aujourd'hui la nation en pâtit. Deuxième trait de caractère qui prouve que le Congolais a une très mauvaise mentalité, c'est la conception que le Congolais a du travail. Monsieur le Président, le Congolais n'est pas un travailleur. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'un peuple travailleur, on le reconnaît dans 2 choses. Dans sa capacité à extraire ce qui n'est pas évident et à les transformer. Or, vous remarquerez avec moi aujourd'hui que même ici en 2026, j'ose croire que nous n'avons pas suffisamment changé parce que plus de 3 milliards de dollars vont être déboursés pour importer des choses que nous pourrions produire chez nous ici. La tomate, le papier mouchoir, la cure-dent, le lait et même le œuf, nous importons tout. Pas parce que nous sommes riches, mais Monsieur le Président, parce que nous sommes paresseux. Troisième trait de caractéristique, troisième caractéristique qui prouve que notre mentalité est malade et il faudrait vite y remédier, c'est notre résignation. Monsieur le Président, lorsque Mme Hillary Clinton est venue à Kinshasa, alors qu'elle était encore secrétaire d'État américain, elle a écrit quelque chose dans son mémoire, le temps des décisions. Elle a dit ceci: après avoir parcouru bon nombre de pays africains, elle a cité le Burkina Faso, le Sénégal, où elle a loué la niaque avec laquelle la jeunesse sénégalaise, ivoirienne et plutôt burkinabé était prête à se lancer pour exiger un changement. Elle a plutôt trouvé chez les jeunes Congolais de la résignation. C'est-à-dire, le Congolais a une peur qui est devenue congénitale. Nous sommes un peuple peureux. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, Monsieur le Président, lorsque nous sommes au stade des martyrs, nous menons des buts à 0. Moi, je suis observateur. Nous menons des buts à 0 et que l'équipe adverse parvient à égaliser. Monsieur le Président, vous savez ce qui se passe? En moins de 10 minutes, regardez autour de vous. Les gradés vont faire quoi? Vont se vider. Pourquoi? Parce que le Congolais est un peuple qui a remplacé la résilience à la résignation. Et on ne peut rien construire avec un peuple diplômé, mais qui vit dans la résignation. Pourquoi? Parce que la force d'un peuple, la mentalité d'un peuple, doit aussi s'évaluer par les degrés d'engagement dans ce qu'il poursuit. Il faudrait que ce soit un peuple jusqu'au boutiste, et non pas un peuple qui commence et qui finit.
Et chuter, monsieur le docteur. Oui, monsieur le président, je vais prendre ceci pour finir, pour chuter. C'est le non-respect du bien commun. Monsieur le président, avec cette mentalité, je peux donner ma main à couper. Même si vous amenez Jésus comme président de la République, vous lui donnez 5 ans, il échouera. Il échouera. À moins qu'il fasse ce qu'il sait faire. À moins qu'il dise ce qu'il a dit aux Juifs, répentez-vous. Métanoïa, changez de mentalité. Pourquoi? Parce que le fait que nous ayons des églises partout, des écoles partout, des universités partout, ne nous ont pas aidés à avancer. Donc ce qui signifie, monsieur le président, on a beau changer de régime, on a beau changer de nom de pays, on a beau changer les ordres politiques, mais on a oublié de changer l'essentiel. C'était quoi? Le changement de mentalité. Comme le disait le fait président Étienne Tshisekedi lors de son discours, une fois élu à la conférence nationale souveraine, il a invité les Zaïrois à changer de mentalité. Le président Joseph Kabila, je considère cela comme étant son testament, il dit que l'une des choses qu'il n'a pas réussi à faire, il n'a pas réussi à changer les Zaïrois en Congolais. Au fait, quand je prends les propos de Kabila, je prends le discours d'Étienne Tshisekedi, je me dis, n'allons pas gaspiller nos énergies. Ne dispersons pas nos efforts. Concentrons-nous à déconstruire l'homme congolais et à le construire, le pays ira mieux. Merci. Merci beaucoup, monsieur le docteur. Vous pouvez prendre place. On va prendre les questions des honorables parlementaires. Nous commencerons avec l'honorable Exaucé Katumba, rapporteur. Ensuite, l'honorable Daniel Lufungula s'y prépare. Honorable Président, merci pour la parole accordée. Honorable Président, honorable membre du bureau, les Congolais chantent debout Congolais, mais demeurent assis, assis dans la distraction, assis dans le futilité, assis dans la facilité, etc. Les politiciens, le matin, puis l'État, les soirs, il fait du spectacle. Un poulet distribué, un t-shirt brandi, et la foule s'écrie « Voilà l'homme du peuple ». Le Congo brûle, pas de panique. C'est toujours la faute du gouvernement. Jamais celle de nos silences, jamais celle de nos compromissions. À midi, on insulte les députés sur les réseaux sociaux. Le soir, on danse avec lui en chantant « Honorable Liakana Batou, cercueil Zalara Kilo ». Les politiciens mentent, nous le savons. Il sait, tout le monde le sait. Et pourtant, les meetings sont pleins et on paie à chacun 10 000 francs pour écouter les mensonges déjà connus. On répète que le Congo est riche, mais nous vivons pauvres. Pauvres en discipline, pauvres en rigueur et surtout pauvres en connaissance. Personne ne demande qu'as-tu appris, on demande plutôt qu'as-tu. Voiture louée, téléphone à crédit et les cerveaux, devinez quoi? Lui, il est en mode essai gratuit. Nous pouvons citer les prix d'un BBL à Istanbul, mais pas celui d'un livre local. Une fille danse, c'est 50 000 personnes en direct, et un jeune parle d'éducation, devinez quoi encore? C'est seulement 12 personnes qui sont en direct. Et la conclusion est cruelle, mais également implacable. La réflexion ne paye pas, mais les hanches, oui. Tout le monde veut le changement, mais pas aujourd'hui. Pas moi, pas maintenant, mais peut-être demain. Voilà l'état calamiteux dans lequel sombre la mentalité congolaise. Docteur Silas, ma question est donc claire comme de l'eau claire dans un verre clair posé sur une table claire. À qui incombe la responsabilité du changement de mentalité des Congolais? J'ai ainsi dit, honorable président. Merci beaucoup, honorable Exaucé. On prend la deuxième question. Honorable Daniel Lufungula, pour son allocution.
Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues. Le 25 juillet 2019, il a été créé par ordonnance numéro 19/67 du 25 juillet 2019 la coordination pour le changement de mentalité, CCM en sigle. Un service spécialisé de la présidence de la République qui a pour mission, entre autres, la sensibilisation, la prévention et surtout la lutte contre toute forme d'antivaleur. Monsieur Silas Makangu, quelle est votre analyse critique pour le rôle et la mission de la coordination pour le changement de mentalité dans l'établissement de sa mission? Ma deuxième question, quelle est la piste de solution que proposez-vous pour lutter efficacement contre la corruption et le phénomène mental, mentalité devenue inactive chez le Congolais? Honorable Président, nous avons dit. Merci beaucoup, honorable Lufungula. Monsieur le docteur, pour rencontrer ces deux préoccupations, entre-temps, l'honorable Mohamed Ouati se prépare, ainsi que l'honorable Mustapha Tchibandi. Merci, honorable président, pour la parole. Et je tiens aussi à remercier les deux honorables pour la pertinence de leurs questions respectives. Je dirais ceci. La responsabilité du changement de mentalité incombe principalement, généralement, de manière globale, à tout le monde. Parce que, au départ, nous sommes tous victimes de cette mentalité qui ne nous favorise pas, cette mentalité nocive. Mais puisque on ne peut pas avoir tout le monde assis dans la cabine de pilotage, puisqu'on ne peut pas céder les volants à tous les passagers, c'est à l'élite politique qui a la charge de conduire la res publica, qui a la charge d'assurer à la res publica son avenir, sa survie, et aussi la charge d'assurer la sécurité et la prospérité des citoyens qui composent cet État. C'est à cette élite politique que revient cette responsabilité. Mais je suis sidéré de vous dire que l'élite politique ou politicienne, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, a été partie prenante de ces acteurs qui ont fait à ce que nous soyons, comme ce que vous avez dit tantôt, un peuple de ce que j'appelle un peuple de la surface, c'est-à-dire un peuple qui n'aime pas réfléchir dans la profondeur, un peuple qui accorde plus de l'importance, honorable président, à ce qui est visible, à ce qui plaît aux yeux, à ce qui réveille nos émotions et non pas à ce qui nous amène à réfléchir. Donc, si je peux faire un raccordement avec la question que notre ami a posée, c'est à l'élite politique de penser au changement de mentalité. La Chine l'a fait avec Mao. Mao n'a pas eu honte de faire un procès à Confucius. Et pourtant, Confucius a été presque déifié par les Chinois. La Chine repose même sur la doctrine de Confucius. Mais Mao a estimé dans un premier temps que le problème, c'était le fait que les Chinois aient absorbé de manière exagérée les enseignements de Confucius. Aujourd'hui, certes, ils sont revenus sur Confucius, mais vous avez quand même vu le résultat qui a fait que la Chine soit ce qu'elle est aujourd'hui. La responsabilité incombe aux dirigeants politiques. Parce qu'ils doivent se poser la question, pourquoi tous les efforts fournis? Nous avons cru que la chute du maréchal Mobutu apporterait le changement. Des illusions. Nous avons cru que les élections
apporterait changement? Désillusion. Nous avons cru que le fait que on organise tel accord, tel dialogue apporterait le changement. Désillusion, justement parce qu'on n'a pas touché à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est le changement des mentalités. Comment est-ce que l'homme politique perçoit, comment est-ce que le Congolais perçoit la politique? Non pas comme un instrument, un levier de pouvoir pour changer les choses, mais plutôt comme une mangeoire. On dit, c'est mon tour. Avez-vous vu dans un pays en guerre où quelqu'un est nommé général en pleine guerre, mais sa famille fête? Non, dites-moi. Avez-vous vu un joueur qui entre sur terrain, deuxième mi-temps, au score, ils sont en train de perdre, et pendant que lui, il entre, c'est le public qui acclame pour l'encourager. Mais lui ne peut pas festoyer, jubiler, parce qu'il est conscient des enjeux. Il est conscient que j'entre dans un match où nous sommes déjà en désavantage. Nous sommes déjà menés sur le score. Donc je ne peux pas fêter. Pourquoi l'on fête? Parce qu'on dit, voilà l'opportunité. On va boire, on va manger, on va détourner. Mais pourquoi il détourne? Parce que notre mentalité de Matolo, notre mentalité de la mendicité, qui repose sur notre paresse. Parce que nous ne voulons pas travailler, nous laissons les autres voler, et le matin nous allons tendre la main pour qu'ils nous donnent. Quoi de plus normal qu'ils volent et qu'ils nous donnent. Donc cette responsabilité incombe principalement à l'élite dans son ensemble, mais d'abord à l'élite politique. C'est à elle de changer ses mentalités. Mais écoutez, honorable président, puisque cette mentalité que nous déplorons aujourd'hui n'a pas été un événement, moins encore un accident, il ne faudrait pas croire que la nouvelle mentalité à laquelle nous voulons souscrire sera aussi un événement. Non, ça doit être un chantier, ça doit être une construction, ça doit être un processus. Qu'est-ce que cela signifie? Quel type de Congolais voulons-nous avoir en 2035 ou bien 2036, dans les 10 prochaines années? Pour avoir ce type de Congolais-là, quels sont les vecteurs qui nourrissent le Congolais en termes d'esprit? L'école, les églises, les médias, ainsi de et la rue. Comment collaborer avec ces différents vecteurs, ces différents cadres, qui sont aussi complices dans la détérioration du Congolais que nous déplorons aujourd'hui? Comment leur faire participer? Mais vous ne pouvez pas faire participer ces différents cadres, mon cher ami, si vous n'avez pas vous-même une maquette du Congolais. C'est ce qui nous manque. Nous construisons, nous avons des maquettes des villes, nous avons des maquettes de ce que nous voulons être, mais c'est quoi la maquette du Congolais? Parce qu'il faut d'abord adopter une maquette du Congolais modèle que nous voulons avoir et chercher comment dupliquer ce Congolais. Comment ça se passe sous d'autres cieux et dans les pays syriens? C'est dans la sublimation des citoyens modèles et dans la sanction des citoyens qui ne sont pas modèles. En d'autres termes, glorifier l'excellence et punir la médiocrité. Regardez, monsieur le président, l'honorable rapporteur l'a si bien dit ici. Nous aimons la distraction. Mais pouvez-vous poser la question, cette distraction, elle vient d'où? N'est-elle pas alimentée quelque part? Nombreux d'entre nous n'étaient peut-être pas aussi lucides pour comprendre cela. De 1999 jusqu'en 2003, c'est la période où la musique congolaise a atteint son apogée. C'est durant cette période que les grandes salles européennes ont connu de grands concerts qui sont restés des événements dans l'histoire de la musique congolaise. C'est durant cette période où les chancelleries européennes, occidentales, pouvaient donner à un musicien 200 visas pour amener les spectateurs, mais on refuse à un chercheur scientifique un visa sous prétexte qu'il n'y a pas de garantie qu'il rentrerait. Vous pensez que c'est anodin? Non. Parce que c'est durant aussi cette période que la République du Congo avait connu une fiction, une scission, voulais-je dire, où on avait un groupe rebelle qui occupait un territoire, qui avait sa monnaie, où vous avez un autre groupe qui occupait une partie de son territoire. Ces moments arrivent aussi parce que on a compris ce que le Congolais aime. Qu'est-ce qu'il aime? Il aime la musique. Donnez-lui la musique à gogo. Nous avons
la musique dans notre ADN. Mais ne laissons pas les autres utiliser ce que nous avons dans notre ADN comme une drogue qui nous tue. Nous aimons la prière parce que nous aimons Dieu. Mais ne laissons pas les laisser faire de ceux qui ne veulent pas de notre avenir et qui ne veulent pas voir un Congo fort. Utiliser la prière et les églises comme un moyen de désengagement civique et patriotique. Nous aimons tout ce qui est beau. Mais nous ne devons pas être ce peuple de la surface. Est-ce que leur coordination du changement de la mentalité a-t-elle fait son travail? Non. Mais comment va-t-elle faire son travail? Je ne vais pas être son avocat. Quel était le budget qu'on lui a donné, qu'on a mis à sa disposition? Lorsqu'on peut sponsoriser des musiciens, lorsqu'on peut sponsoriser des gens qui vendent les émotions, qu'avons-nous mis à la disposition de ceux-là qui doivent faire un travail de transformation, c'est-à-dire transformer l'homme congolais, l'homme zaïrois, pour en faire l'homme congolais, le Congolais idéal. Donc, Monsieur le Président, vous constatez avec moi que le changement de mentalité doit partir du simple fait d'être un discours pour devenir un chantier. Pouvons-nous avoir un chantier sans plan? Non. Avant d'avoir un chantier, il faut choisir un site. Qu'est-ce que nous allons construire sur ces sites-là? Quel type de bâtiment? Quel sera son usage? Quelle sera sa grandeur? Quelle sera sa hauteur? À quoi doit-il ressembler ces bâtiments? C'est la même chose qu'on fait quand on veut changer une mentalité. Donc, on peut changer la mentalité. Et le jour où on changera la mentalité, vous remarquerez qu'il y aura changement dans la classe politique, il y aura changement dans l'armée, il y aura changement dans les milieux professoraux, universitaires, scientifiques, il y aura changement même dans les milieux ecclésiastiques. Parce que tous les Congolais, nous sortons tous du même mbadi, comme on dit. Ce n'est pas les politiciens qui sont mauvais, ce n'est pas les professeurs qui sont mauvais. Congolais azamabe. Le Congolais, comme je dirais en lingala, tobela biente. C'est-à-dire, on dirait qu'il y a moto avant. Maintenant, il faudrait une intelligence, une ingénierie qui nous remet au fait et qui pense à notre remodélage afin de donner au Congo des Congolais qui rendent fiers la République démocratique du Congo. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Docteur. Honorable Mohamed Ouati et l'honorable Daniel Lufungula se préparent. Merci, honorable président. Si j'ai commencé par acclamer, applaudir notre invité parce qu'il m'a impressionné avec la profondeur que j'ai moi-même personnellement rencontrée dans son exposé, mais aussi pendant ses réponses aux questions qui lui sont posées par mes chers collègues. Alors, honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, les Congolais est souvent qualifié de Moutouya Tembe. Difficile à convaincre, difficile à discipliner. L'histoire nous rappelle même que sous Mouzé Laurent Désiré Kabila, la contrainte et la rigueur ont été érigées en méthode de gouvernance. D'où ma question la plus préoccupante. Cher éminent professeur Silas, est-ce que cette approche peut-elle réellement changer la mentalité des Congolais? Ou elle ne fait qu'imposer des ordres provisoires sans transformation profonde? J'ai ainsi dit, honorable président. Merci beaucoup, honorable Mohamed. Honorable Daniel Lufungula, pour son allocution. C'est l'honorable Moustapha Tchibandi plutôt. L'honorable Daniel a déjà intervenu. Merci, honorable président, pour l'octroi du verbe. Honorable président, honorables membres du bureau, chers collègues, permettez-moi, avant toute autre considération, de saluer la hauteur de vue de l'exposé de notre invité de marque. Docteur Silas, qu'est-ce que l'Église peut faire actuellement? Que faut-il pour que l'Église contribue de manière significative à ce processus de changement de mentalité? La deuxième préoccupation, Docteur Silas, votre intervention m'a ébloui, mais je ne sais pas ce que je peux dire. Est-ce que
Comprenez mon émotion, honorable président. Comprenez mon émotion. Docteur Silas, si la mentalité congolaise ne change pas dans les 20 prochaines années, à quoi ressemblera la RDC? Je dis honorable président. Merci beaucoup, honorable Moustapha. Je suis le docteur pour rencontrer ces deux parlementaires. Et l'honorable Lys se prépare pour chuter. Merci, honorable président. Merci à mes deux collègues. Il y a une merveilleuse dame, Eleanor Anne Roosevelt, ancienne première dame américaine, qui a dit: si quelqu'un se fait un âne, il ne doit pas se plaindre quand les autres viennent monter dessus, lui monter dessus. Si quelqu'un se fait un cheval, il n'a pas le droit de se plaindre parce que les autres sont venus lui monter dessus. Ce qui signifie la prison en termes de mentalité dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, chers membres du bureau, Auguste Ensemblé, est une prison qui ne s'ouvre que de l'intérieur, jamais de l'extérieur. Donc pour ça, il faut oublier la communauté internationale, il faut oublier les organisations internationales qui pourraient nous venir en aide. NEDA. Nous devrons par nous-mêmes nous auto-délivrer, nous auto-émanciper, en prenant en compte ce que nous sommes aujourd'hui, en prenant en compte et en reconnaissant, parce que c'est ça aussi l'intelligence, en reconnaissant que nous ne sommes pas suffisamment outillés pour mener le Congo là où il doit être. Mais si le Congo est là où il est aujourd'hui, c'est aussi quelque part parce que les églises n'ont pas suffisamment fait leur travail, n'ont pas considéré les chrétiens congolais dans sa dimension holistique. Ils n'ont vu que des âmes en lieu et place de voir l'homme congolais. Ils ont cherché à gagner des âmes, ces églises, et non pas à gagner les hommes congolais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont qu'une dimension de cet homme congolais. L'homme est tripartite. Il est un esprit, il a une âme et il a un corps. Donc l'église devrait aussi se poser la question: où vit cet homme? Comment est-ce qu'il vit? Où est-ce qu'il dort? Quel est l'avenir de ses enfants? Dans quoi est-ce qu'il travaille? Est-ce que dans la Bible que nous considérons comme étant le livre saint, y a-t-il des réponses pour résoudre les problèmes de cet homme à part les problèmes des démons, à part les problèmes des sorciers, de la sorcellerie? Oui, ça existe. Parce que j'estime, monsieur le président, comme au Moyen-Âge, l'Europe s'est vue côtoyer la révolution industrielle, grâce aussi au protestantisme, je crois que la Bible devait aussi avoir le même impact chez nous ici. Mais le comble, c'est quoi? C'est que nous ne voyons pas le Congolais dans sa dimension holistique. Remarquez, puisque vous parlez de l'Église, il y a un lien qu'on ne peut pas rompre. C'est le lien qui existe entre le culte qui rend un peuple à sa divinité ou à son Dieu et la culture de ce peuple. Le culte et la culture sont souvent jumelles. Je vous donne un exemple. Lorsque les Congolais disent Maman Denise t'a la biso likamboyo, Papa Fachi t'a la biso likamboyo, c'est une démission de la part du Congolais. Parce qu'il croit que tout le monde, ce sont les autres qui doivent résoudre son problème et non pas lui-même. Mais quand ces Congolais le disent dans la culture congolaise et qu'ils viennent à l'église, il faut aussi donner une connotation religieuse à cette mauvaise culture. Mais on le trouve dans les cultes. C'est quoi? Nzambe akosala. Le Congolais ne prie pas beaucoup parce qu'il croit en Dieu. Le Congolais prie beaucoup parce qu'il croit que lui n'a pas à faire, c'est à Dieu de le faire. Or, nous n'allons pas avoir un pays développé avec des chrétiens qui considèrent Dieu comme étant babysitter. Dieu n'est pas babysitter, Dieu est un juge. Dieu n'est pas babysitter, Dieu est un manager qui vous posera la question: qu'avez-vous fait de ce que je vous ai donné? Et nous avons le malheur d'avoir Dieu, hein, monsieur le président. C'est à la fois une grâce, mais c'est aussi un malheur, entre guillemets. Ne me comprenez pas.
Pourquoi je dis c'est un malheur? Parce que dans l'économie de Dieu, quand il vous confie quelque chose et que vous ne savez pas la gérer, qu'est-ce qu'il fait? Il retire. Pour la ramener au ciel, qu'est-ce qu'il fait? Ah! Donc la question que nous devons nous poser, Monsieur le Président, sans entrer dans les considérations politiques, je reste dans les considérations bibliques, puisque c'est l'honorable qui m'y a amené, je ne voulais pas y aller. Nous devons cesser de nous plaindre pourquoi les autres profitent. Nous disons l'économie de tel pays, c'est grâce à nos richesses. Mais Monsieur le Président, c'est insultant. C'est injurieux. Comment pouvez-vous dire que le voisin fait étudier ses enfants grâce au mangue qu'il vient cueillir dans le manguier qui est dans votre parcelle? Si le voisin a cueilli des paniers, dites-moi, pourquoi les mangues qui restent sur les branches doivent-elles pourrir? Qui est mauvais? Je ne donne pas les voisins voleurs. Mais je voudrais aussi ici mettre sur le banc des accusés les paresseux propriétaires. À celui qui n'a pas, on arrachera et on donnera à celui qui a. Ça, c'est pas moi, c'est Dieu qui l'a dit. Donc, Monsieur le Président, l'Église doit prêcher le travail. Le travail. L'Église doit sortir les enfants de Dieu dans cette mauvaise conception de la grâce. La grâce n'est pas l'annulation des efforts. La grâce, ce n'est pas le fait de la chance Lokopamba, parce que dans la société, c'est chance Lokopamba. Au niveau du culte, c'est la grâce, qui est certes biblique. Mais c'est quoi la grâce? La grâce, c'est aussi de rester éveillé toute la nuit et que tu n'as pas dormi pour étudier. Ça, c'est la grâce. Ce n'est pas le fait d'en rêver à l'école et de trouver les réponses à toutes les questions qu'on a posées. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est aussi de se battre quand personne n'était là pour te soutenir jusqu'à finir tes études. Ça aussi, c'est la grâce, parce qu'en temps normal, tu aurais abandonné. Mais grâce à Dieu, tu n'as pas abandonné. Mais chez nous, on dira la grâce, c'est parce que je ne me suis pas battu, je n'ai fourni aucun effort. Non, Dieu n'est pas paresseux. La toute première posture de Dieu que l'on voit dans la Bible, Genèse chapitre 1er, verset 1er, Dieu, au commencement, Dieu créa. Si je peux dessiner ces versets, je ne dessinerai pas Dieu avec un costume. Je ne dessinerai pas Dieu avec une soutane. Je dessinerai Dieu avec une tenue de travailleur, une tenue d'ouvrier. Pour dire, si Dieu est travailleur, le Congo ne se développera que quand il travaillera. Je t'aime, monsieur le docteur. Mais, Monsieur le Président, je chute pour dire que cette mentalité de la paresse, de la prière comme échappatoire et non pas comme élément de communion avec Dieu, avec l'invisible, avec le Créateur, cette mentalité est nourrie. Voilà pourquoi nous sommes dans un pays où tout le monde peut devenir pasteur. Mais pour voir la mentalité d'un peuple, il suffit de voir aussi qui sont les pasteurs les mieux écoutés. Parce que la mentalité d'un peuple, on la détecte aussi dans ce qu'il consomme. Qui est le musicien le plus suivi? Qui est le journaliste le plus suivi? Qui est le pasteur le plus écouté, le plus populaire? Qui est le journaliste le plus écouté? Quelle est l'émission la plus suivie? Là, vous rencontrerez alors ce que le peuple consomme. Pourquoi? Parce qu'un peuple n'est pas que la créature de Dieu. Détrompez-vous. Un peuple n'est pas que la créature de Dieu. Aucun peuple ne peut dire que je ne suis que la créature de Dieu. Dieu vous a créé. Mais vous devenez aussi la créature de ce par quoi vous êtes passé. Vous devenez aussi la créature de ceux qui vous façonnent. Ils vous façonnent grâce aux enseignements. Ils vous façonnent ainsi de suite. Répondre à l'ami, la question de l'ami, comment faire? Il faut impliquer ces trois acteurs principaux. Premier acteur, c'est l'école. Monsieur le Président, il faut tropicaliser l'école congolaise. Il faut la décoloniser parce que jusqu'à aujourd'hui, cette école est encore une école de la colonie. Il faut faire que cette école arrête d'être une machine de production de diplômes, mais plutôt une industrie de savoir. Voilà pourquoi nous sommes dans un pays où, Monsieur le Président, il y a des choses qui font mal. Je suis parent. J'ai passé plus de 20 ans dans mon cursus universitaire, en faisant telle discipline. Je peux vous dire que nous donnons plus de l'importance au diplôme qu'au contenu. Nous sommes une nation qui fait fêter les diplômes
sans questionner les détenteurs du diplôme. Ça, il faut changer l'école. Pourquoi j'ai dit qu'il faut questionner l'école et la tropicaliser? Nous sommes un des rares pays au monde où on veut être les meilleurs de la classe. Voilà pourquoi nous échouons. Et il faudrait, dans les réformes que l'on doit mener au niveau de l'enseignement, déjà primaire, réduire le nombre des exercices individuels et accroître le nombre des exercices faits en groupe. Pourquoi? Quand on cherche à être le meilleur de sa classe, on devient inutile pour le reste de sa classe. Mais quand on travaille pour réussir dans le groupe, eh bien, vous aurez comme ce que nous voyons dans d'autres pays ouest africains, où les étudiants terminent, ils se coalisent à 5, à 6, ils créent une entreprise. Mais chez nous, ici, ce n'est pas le cas parce que dès l'école, il fallait gâcher sa réponse pour que les autres ne voient pas. L'intelligence ne doit pas seulement t'amener à être le premier, mais l'intelligence doit aussi être un plat qu'on consomme ensemble. Il faudrait impliquer l'Église, travailler avec les églises. Nous sommes un pays, constitutionnellement parlant, nous sommes laïcs, mais sociologiquement, nous sommes un pays très religieux. Qu'on le veuille ou pas, les pasteurs au Congo sont incontournables dans tout projet pour la réforme de la République démocratique du Congo. Il faut les impliquer, il faut les approcher, il faut travailler avec eux si nous voulons réussir ce Congo d'avenir. Il faudrait impliquer les médias. Pourquoi? Parce que le Congolais, même étudiants que nous sommes, parlementaires que nous sommes, voulais-je dire, nous sommes plus le produit des médias que nous suivons que les produits de nos universités. Les étudiants congolais ne parlent pas le langage académique, ils parlent le langage de la rue, ils parlent le langage du journaliste XY qui fait le buzz dans les médias. D'où il faut questionner. La Russie l'a fait, la Chine l'a fait, les États-Unis s'est servi d'Hollywood pour le faire. La Turquie le fait aujourd'hui en utilisant Novelas. Et nous devons utiliser ces différents cadres, ces différents vecteurs pour amener l'homme à un véritable changement. J'ai dit et je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Docteur. Le temps ne nous permet pas. Je vais prendre l'honorable Aboubakar pour finir. La question de l'honorable Lys, on la posera même en privé. Une minute, honorable Aboubakar. Merci, honorable président, une fois de plus pour l'octroi de la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues parlementaires, je ne peux poser ma question sans saluer et juger la clarté ainsi que la qualité de l'intervention de notre invité d'honneur, Dr Silas. Merci d'avance de me répondre. Ma question est la suivante. Si tous nous sommes mauvais, qui changera qui? D'où viendra le changement? J'ai dit honorable président. Merci beaucoup, honorable Aboubakar. Monsieur le docteur, c'est la dernière question et on va chuter. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Merci à l'honorable Aboubakar. Je ne dirais pas que nous sommes tous mauvais, nous sommes tous malades. Mais cela ne nous empêche pas, n'empêche pas que parmi nous, le malade qui semble être beaucoup plus fort que les autres aille voir le médecin, aide les autres à prendre leurs médicaments, aide les autres à suivre une thérapie pour être suivis. Pourquoi? Il n'y a pas de fatalisme, il n'y a pas de drame. On peut changer. On peut changer, il y a des peuples qui ont connu pire que nous, qui sont devenus meilleurs. Les Chinois ont été colonisés par le Japon. Ils ont subi des atrocités inimaginables. Les Coréens ont été colonisés, ils ont subi. Mais regardez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc, nous sommes certes malades, mais il faudrait que vous et moi, qui avons plus de lumière que les autres, que vous et moi, qui sommes plus consciencieux, pour dire que ce que nous sommes n'est pas ce que nous sommes censés être. Nous ne sommes pas obligés de rester ce que nous sommes. Nous devons sortir de cette mentalité de l'accusation. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. C'est l'oncle qui a envoûté, c'est le sorcier qui a envoûté, c'est la communauté internationale, c'est parce qu'on ne nous aime pas. Nous devons sortir de cela. Et le fait de reconnaître ce que nous sommes en train de reconnaître dans cet hémicycle, Monsieur le Président, c'est déjà un premier pas vers la restauration, vers le rétablissement de notre santé mentale. Parce que si dans 20 ans, rien n'est fait, eh bien le Congo
se perdra. Si dans 20 ans, rien n'est fait, le Congo se perdra. Parce que là, monsieur le président, il est déjà en train de se perdre. Tous les jours, vous entendez les politiciens parler. Ah, les minéraux, on a volé. Les coltans, on a volé. Mais monsieur le président, n'avez-vous pas constaté que petit à petit, Gombe est en train de redevenir Kalina? Qui sont les bailleurs à Gombe? Ce sont les Indo-Pakistanais. Ce sont les Libanais. Si vous n'êtes pas prudent, dans 10 ans, vous aurez besoin d'un visa pour entrer à la commune de la Gombe. Monsieur le président, qui vous a dit que la souveraineté, c'est seulement parce qu'on occupe une partie du territoire? Je m'oppose à l'occupation illégale et je me battrai jusqu'à faire à ce que les envahisseurs retournent chez eux. Mais monsieur le président, je m'indigne aussi du fait que sur les 14 banques privées qu'il y a au Congo, qu'aucune banque ne soit congolaise, qu'elle soit toute étrangère. Monsieur le président, tous les supermarchés où vous et moi allons acheter du pain, de la confiture, du beurre, sont étrangères. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la mentalité de la paresse. Nous ne travaillons pas suffisamment. Nous avons donc le devoir, monsieur le président, de travailler dans ce sens pour créer. Laissez-moi 30 secondes, monsieur le président, donner une illustration que je considère être qui pourrait nous aider. En parlant des banques, il y a quelques années, on avait eu une banque aux capitaux congolais, la BIC. Oui, la BIC, la Banque internationale des crédits, qui était une propriété dont l'actionnaire principal était un Congolais. C'était la seule banque, hein? M. Kinduelo Pascal. Cette banque, bizarrement, a été braquée plus de 5 fois. Plus de 5 fois. Et essoufflée par les braquages, essoufflée par l'insolvabilité de ses clients, il a décidé de vendre la banque. Monsieur le président, depuis que la banque a été vendue, plus jamais elle n'a été braquée. Plus jamais. C'est-à-dire quoi? C'est pas facile, monsieur le président. Il faut changer la mentalité. Pourquoi je ne vais pas acheter chez l'honorable André, mais je préfère acheter chez l'honorable Pascal, parce que simplement l'honorable Pascal est étranger. Parce que si j'achète ça à l'étranger, bah, mon anga est danger. Je ne peux pas acheter à la boutique du coin. Il faut aller acheter chez l'Indien, parce que là au moins ça fera grand, ça fera honorable. Non, monsieur le président, nous avons intérêt à changer nos mentalités, parce qu'elles sont changeables. On peut changer autant de présidents, mais avec cette mentalité, rien n'arrivera. À moins que Jésus vienne nous dire, repentez-vous, changez de mentalité, changez de paradigme. Là, il réussira. Mais s'il vient seulement en Jésus et nous disons qu'il est là, il est Jésus, non, le messianisme ne va pas nous changer. Il faut un plan de sortie. On n'a peut-être pas le temps d'entrer dans les détails, mais il faut un plan de sortie. Dans 10 ans, on peut avoir des Congolais de qualité, avec une congolité brillante. Pas une congolité ténébreuse. Merci beaucoup, monsieur le docteur. Merci de prendre place. Il semble qu'à chaque fois que nous vous recevons, le temps n'est pas notre allié. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de questions, beaucoup de révélations. Nous vous remercions de tout cœur d'avoir accepté cet échange. Nous sommes à la fin, mais il y a un fait, je veux dire, c'est peut-être ironiquement qu'il le fait. Il y a un artiste qui s'apprête à sortir une chanson. C'est Gaz Mawete. Le titre de sa chanson, c'est Bassonné. Et si vous allez sur TikTok, sur YouTube, mais c'est incroyable les challenges sur le son Bassonné de Gaz Mawete. Et bien plus encore, il a sorti une marque de t-shirt sur lequel le dos, on a écrit Bassonné. Dans la chanson, il explique que ça clique, c'est des gens sonnés. Et la danse, elle est celle-là, des gens sonnés. Finalement, les Congolais décident de se considérer comme des sonnés et de danser. C'est des millions de vues, allez-y sur TikTok.
c'est pas pour m'apprendre à l'artiste, mais c'est pour dire que nous avons atteint le fond. Donc, peut-être qu'il passe un message qui est tout à fait vrai. Les Congolais, on est fous. On est sonnés, les amis. On a des politiciens sonnés, des pasteurs sonnés, des musiciens sonnés, les citoyens, on est sonnés. Mais c'est ce que Gaz Mawete veut passer comme message par sa chanson. J'espère qu'il l'a dit pour interpeller, mais si nous tous on est des sonnés Gaz Mawete, on devient quoi finalement? C'est là que nous sommes un pays des sonnés. Et tout cet échange ne fait que révéler ça. Pourvu que Gaz ne soit pas en train de nous encourager d'être des sonnés, parce que je vois que sa marque de polo est maintenant portée par tout le monde. Le message qui passe, c'est bâssonner. Et donc, il est très urgent qu'on se rende compte que le système d'exploitation de l'homme congolais a expiré, qu'il faut le mettre à jour. Et comme vous le dites, si on ne le met pas à jour et à temps, les Congos risquent de disparaître. Et la disparition n'est pas que la perte du territoire. Lorsque nous avons perdu notre culture, nous avons perdu notre sens du culte, nous avons perdu les liens avec nos ancêtres, avec nos valeurs, mais nous sommes perdus. Nous sommes des robots dans lesquels on a mis une autre culture. Nous sommes des jouets de l'Occident. Donc cette question de mentalité est une question très urgente. Je ne sais pas quels sont vos programmes, mais j'aurais voulu que chaque mois, qu'on ait une séance autour de ces sujets. Et notamment, on pourrait cette fois-ci avoir un échange sur le portrait robot que nous pouvons construire. C'est que devrait être un Congolais de bonne mentalité. Parce qu'il ne suffit pas que de dire que ça se mauvais. Il faut alors présenter un portrait robot. J'espère qu'on peut travailler avec vous pour construire à notre niveau un portrait robot de ce qu'on pourrait appeler un Congolais, de ce qu'on pourrait appeler la Congolité. Parce que ça n'existe pas, bien évidemment. Notre culture, ça n'existe pas. Notre mentalité à nous, ça n'existe pas. Donc il est très important et c'est un sujet très capital, surtout pour la jeunesse, parce que c'est ces renouvellements-là qui est très important. C'est cette rupture qui est à souhaiter, à encourager dans les chefs des jeunes pour que nous puissions espérer dans les 5, 10 ans, 20 ans qui arrivent, avoir des Congolais qui comprennent que ce pays est appelé à la grandeur et nous, Congolais, nous devons être grands pour que ces pays le deviennent. Nous, Congolais, nous devons changer avant de souhaiter un changement quelconque. Ce que nous faisons chaque jour détermine si le Congo va changer ou non. Et malheureusement, chacun peut évaluer sa journée et se dire est-ce que ce que moi je fais permet que le Congo change. Donc ce sujet est très important, il faut les populariser. Malheureusement, notre mentalité, on sait. Ça sera peut-être moins suivi que sonner. Qu'est-ce qu'on va faire? Surtout qu'au Parlement des étudiants, nous, on n'est pas sonnés. Voilà. Je remercie tout le monde qui sont intéressés pour ces sujets. Et, plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée. Parlement des étudiants. Parlement des étudiants. Parlement des étudiants. Parlement